Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine, de l'évolution de la médecine au Burkina Faso et nous allons naturellement rendre hommage à ces médecins qui travaillent au quotidien pour sauver des vies humaines au Burkina Faso et cette expertise même qui va au-delà de nos frontières et qui arrive à servir naturellement la sous-région. Et pour en parler, nous avons le docteur Adama Sawadogo qui est notre invité exceptionnel ce jour. Il est le chef du service chirurgie cardiovasculaire et thoracique de l'hôpital Tengango, c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Docteur Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ismaël Ouedaogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Les médecins préfèrent tout le temps être derrière la caméra pour travailler. Ce n'est pas évident de vous avoir. Bienvenue donc sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment vous allez, vous et votre famille, d'abord pour commencer? Merci beaucoup pour cette invitation donc, qui fait honneur à toute la famille médicale, donc à l'ensemble de mes collègues du CHU de Tengango. Moi, je vais très bien, donc ma famille aussi, ça va. Alors, vous et puis la médecine, comment les choses ont commencé? D'où vous est venue cette passion pour la médecine, avant qu'on ne parle du cœur et des opérations que vous avez menées de par votre fonction? Bon, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Disons que c'est depuis ma tendre enfance que j'ai vu beaucoup de parents qui étaient mal en point, qui ont été soignés, qui ont recouvré la santé après des hospitalisations. Donc ça m'a inspiré et je me suis dit que quand je grandirais, j'allais essayer, si j'avais les moyens, donc de faire une profession médicale. Voilà, c'était comme ça le début de l'histoire. Et après, on a eu le baccalauréat, c'est l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. C'est ça. C'est en 2000 que j'ai eu mon baccalauréat. Donc c'est RID au lycée de Kaya. Et comme j'avais déjà la médecine en point de mire, donc la moyenne que j'avais obtenue me permettait d'accéder donc à la filière médicale. Et naturellement, j'ai choisi la médecine comme première option. Première option, mais est-ce qu'au début, on ne vous a pas dit que ça allait être un long parcours, 8 années d'études, c'est trop long, beaucoup trouvent que ce n'est pas évident du tout. C'est ça. J'ai eu des frères qui étaient déjà à l'université, qui m'ont donné les explications, même si elles étaient sommaires. Et donc je mesurais un peu donc l'ampleur de la tâche qui m'attendait, en choisissant la médecine, bien sûr. 8 années d'études, après il a fallu donc la phase de la spécialisation. Alors comment ça s'est passé à l'université Joseph Kizerbo? Donc j'ai eu des études classiques, comme tout le monde, donc 7 ans d'études, à l'issue desquelles j'ai fait une thèse donc de doctorat, et j'ai enchaîné en même temps pour la chirurgie générale, qui était la seule option chirurgicale donc disponible au Burkina. Et c'est après 5 ans d'études chirurgicales, je suis devenu chirurgien donc en 2012. 2012, ouais. Donc 12 années après. Hein? Exactement. Un long parcours parsemé d'embûches sans doute avec toutes les difficultés, l'état de nos hôpitaux. Est-ce qu'à un moment donné vous avez été pris par le découragement? J'ai plutôt été interpellé par le fait que nous, notre génération devait faire de son mieux pour changer ce qui n'était pas beau à voir. Donc c'est vrai que quand on rentre dans nos hôpitaux, l'hôpital, je vous rappelle, est censé être le milieu le plus hygiénique donc, de la cité. Et c'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas le cas. Mais j'ai été, en tout cas, interpellé à faire mieux pour qu'il y ait un changement. Et quand vous voyez les états de nos hôpitaux, souvent à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas cédé à un moment donné au découragement? On n'a pas le droit d'être découragé, oui. Parce que, en fait, donc, le découragement nous désarme. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on essaye de tenir le cap. Et c'est pourquoi, depuis que nous avons commencé notre activité au CHU de Tengango, vous pouvez venir voir comment nous travaillons. Nous faisons tout pour donner une bonne image donc, de la médecine burkinabé
et donc du Burkina après tout. Vous avez de 12 années d'études en chirurgie générale. Alors, comment vous avez basculé pour spécialement vous orienter vers le cœur? Comment ça s'est passé exactement? Alors, donc, c'est vrai que quand je faisais déjà la chirurgie générale, mes maîtres le savaient déjà. J'avais déjà un penchant donc, pour le traitement chirurgical, donc des pathologies du cœur, donc du thorax en général et des vaisseaux. Donc, on appelle chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Mais il n'y avait pas de possibilité de faire la spécialisation sur place à Ouagadougou. Donc, il fallait devenir chirurgien et après prospecter des terrains de formation, bon, en Europe essentiellement. Et moi, j'ai postulé pour l'Université catholique de Louvain, donc à Bruxelles, où ma candidature a été retenue. Et j'ai commencé ma spécialisation là-bas. Pour combien d'années d'études à Bruxelles? Je suis resté 2 ans à Bruxelles, mais c'était vraiment l'apprentissage de tout ce qui est fondamental en chirurgie cardiaque. Puisqu'après Bruxelles, j'ai été en Angleterre, à Birmingham, Queen Elizabeth Hospital. Donc de l'Angleterre, je suis revenu au Sénégal, où entre-temps, on a ouvert une filière pour la spécialité. Et c'était un tremplin pour moi, pour voir donc, au plus près du Burkina comment on arrivait à faire cette spécialité en adaptant donc, les moyens locaux avec des pathologies qui sont similaires donc, à la situation du Burkina et du Sénégal. C'était un long chemin. Je suis reparti en Europe pour terminer mon séjour européen à Clermont-Ferrand, donc en France. Et de Clermont-Ferrand, je suis rentré faire quelques mois avant d'aller en Asie. On va ouvrir donc le gros chapitre justement consacré à cette opération à cœur ouvert ou à cœur fermé. Alors d'abord, quelle est la différence entre les deux? Il y a une différence quand même qui est substantielle. Il faut noter qu'il n'y a même pas 100 ans de cela, même les chirurgiens les plus réputés à l'époque disaient que le cœur était inaccessible à la chirurgie. Le cœur est au centre de l'organisme. Quand on regarde les croquis, on a tendance à le voir. Bon, c'est le moteur. Oui. Voilà. C'est vrai que le cerveau, c'est comme le disque dur, puisque toutes les informations donc, du corps humain y sont stockées. Mais ce qui fait fonctionner ce disque dur et le reste, c'est le cœur. Oui, parce que quand on regarde la photo, c'est le cœur qui est au milieu pratiquement. Le cœur est au milieu du thorax. Oui. Et vous constaterez que donc, la nature aussi a bien voulu protéger son trésor, puisqu'il y a quand même une cage thoracique qui est assez solide, qui l'entoure. Ça fait que, bon, contrairement à l'abdomen qui est ouvert en avant, pratiquement, qui a une paroi voilà, assez molle, donc tout le thorax est entouré par un cage osseux qui est assez dur. Alors, les opérations du cœur, d'abord, on a commencé, la première expérience qui avait fait naturellement miroiter tous les Burkinabés, c'était à cœur fermé. Oui. Alors, quelle est la différence d'abord? Dites-nous, à cœur fermé, quels sont les champs de suivi du malade et à cœur ouvert, quels sont éventuellement donc, les champs de suivi du malade en question? Donc, effectivement, vous faites bien de revenir sur votre forte question. Oui. Une opération à cœur fermé. Donc, il faut que je plante un peu le décor. Oui, allez-y. Voilà, comme vous voyez, donc le cœur, à la différence de beaucoup d'organes qui sont opérés aussi, c'est que le cœur, c'est un organe qui est en mouvement. Et aussi, c'est un organe qui ne doit pas s'arrêter. L'arrêt du cœur, donc par définition, c'est la mort. Donc les opérations à cœur fermé. Et quand on regarde les images du cœur, effectivement, c'est interconnecté pratiquement à tous les organes. Exactement. Oui. Voilà. Donc les opérations à cœur fermé, donc ce sont des techniques pendant lesquelles donc, on essaye de faire la réparation donc, de certaines lésions qui souvent proviennent des gros vaisseaux qui sont autour du cœur. Voilà. Je vous avais vu projeter une image du cœur tout à l'heure, effectivement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 gros vaisseaux qui émergent donc, à la base du cœur. Vous voyez l'aorte en rouge et l'artère pulmonaire en bleu. Donc, entre ces 2 artères, par exemple, pendant la période où le bébé est dans le ventre de sa maman, nous on dit la période
intra-utérine, il y a une communication anormale. Bon, chez l'adulte, mais normale chez le fœtus. Et à la naissance, il se peut que cette communication persiste. Nous, on peut couper cette connexion sans ouvrir le cœur et sans l'arrêter. Cette connexion entre le bébé? Non, connexion entre les deux artères. Ok, la connexion entre les deux artères, parce que la connexion entre le bébé et les mamans, ça c'est universel jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, c'est ça. Toute opération à cœur fermé, on n'arrête pas le cœur, ça c'est un. Et de deux, on n'ouvre pas une cavité cardiaque. Donc, on performe l'opération et pendant que donc, le cœur travaille. Donc, le plus souvent, c'est autour du cœur. C'est ça les opérations à cœur fermé. Elles sont moins compliquées, les opérations à cœur fermé? Techniquement, elles nécessitent moins d'équipement. La fameuse machine dont vous avez parlé en introduction, machine cœur-poumon, on n'en a pas besoin. Donc ça fait que dans notre contexte, c'est une opération qui peut être faite même en dehors de l'hôpital de Tingando. À tous les niveaux, on peut le faire sans problème. Il suffit qu'il y ait un bloc avec le minimum d'équipement, le minimum d'éclairage. Les opérations à cœur fermé peuvent se faire en toute sécurité. Mais c'est important de préciser que la première fois qu'on a fait une opération à cœur fermé au Burkina, ça ne vaut même pas 5 ans. Hein. C'est récent. C'était en avril 2019. Donc ça fait pratiquement 4 ans environ que ça s'est fait. Alors venons à présent à l'autre aspect important de ces opérations que vous menez. On a des images que Burkina Info a filmées. Vous nous avez permis de rentrer voir comment ça se fait à cœur ouvert. Alors, je veux vous poser une question banale. Une personne qui est censée intervenir à ce niveau, est-ce que vous alertez la famille pour dire que c'est du 50-50? Quand on ouvre le ventre de quelqu'un déjà, est-ce que c'est du 50-50? Disons que vous avez vu que j'ai pris assez de temps donc pour apprendre la spécialité. C'est pour réunir le maximum de sécurité pendant les opérations. Donc ça fait que nous avons un bon pronostic. Le risque nul n'existe pas en chirurgie, notamment en chirurgie cardiaque. Donc c'est une chirurgie qui est plus risquée que la moyenne, mais d'une manière générale, par exemple, nous n'avons jamais eu une perte sur table. Donc, aucune perte sur table? Non, sur 150 opérations. 150 opérations à cœur ouvert? Aucune perte sur table. Oui. Voilà. Donc, l'opération à cœur ouvert, donc, comme son nom le dit, donc, au sens propre, ça consiste donc, à arrêter le cœur. Pourquoi il faut arrêter? Puisque la deuxième étape, c'est l'ouverture. D'abord, avant d'arrêter le cœur, il y a des machines à côté. Nous avons eu la chance d'être dans vos blogs pour voir comment ça fonctionne. Il y a des machines à côté. Donc, c'est à partir de ces machines qui remplacent l'être humain le temps de l'opération. Oui. De façon simplifiée, on appelle cette machine la machine cœur-poumon. Voilà. Sinon, en français technique, ça s'appelle la circulation extracorporelle. Okay. Donc, c'est une machine qui remplace le cœur et les poumons. De l'être humain. Exactement. Oui. En faisant comment? La machine récupère tout le sang qui vient des cavités droites du cœur. Ça veut dire tout le système veineux qui ramène le sang vers le cœur est détourné vers la machine. Donc c'est du sang qui était destiné aux poumons. Donc la première étape, la machine oxygène ce sang comme les poumons exactement. Et dans un deuxième temps, parce qu'après le poumon, le circuit normal, le sang revient au niveau du cœur par les cavités gauches. D'où il est propulsé pour irriguer tous les organes. Le cerveau prioritairement et les autres viscères, donc de l'abdomen, les membres et autres. Quand le sang est amené dans la machine, est-ce que la personne vit encore? La personne vit, la personne a encore même les battements du cœur, sauf que le cœur est déjà vidé, donc il bat essentiellement pour sa propre survie. Puisque pour tout le reste de l'organisme, la machine a déjà pris le relais. Donc, nous, on arrête le cœur. On a des techniques donc, assez sécurisées qui permettent de l'arrêter en toute sécurité. Totalement arrêté, 100% arrêté. Immobile, 100%. Voilà.
En ce moment, tout le sang a été vidé du cœur. Le cœur est arrêté Oui. au niveau de ses activités physiques, même au niveau de ses activités métaboliques. Ça veut dire qu'à l'échelle de la microbiologie, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de métabolisme voilà, au niveau des cellules voilà, du muscle cardiaque. Donc il est arrêté en toute sécurité. Et il nous arrive, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, de potentialiser cette protection donc, du muscle cardiaque. Potentialiser, ça veut dire quoi? Pour le Burkinabé qui écoute, qui nous regarde. C'est-à-dire que on augmente donc les chances de la réussite, donc surtout les chances de protection. Il faut qu'on comprenne davantage parce que c'est vraiment très pédagogique ce que vous dites. Ouais. On vide le cœur de tout son sang. Exactement. Les machines prennent la relève et en ce moment, vous arrêtez le cœur de la personne pour faire les opérations nécessaires. Mais les machines à côté ne doivent pas s'arrêter. Aucune coupure n'est permise. Non. Heureusement, on a de plus en plus de machines qui sont autonomes sur des durées de plus en plus longues. Celle que nous avons a une batterie. Vous avez qu'une seule machine ou deux? On a une seule machine. Une seule? On a une seule. Wow. Donc voilà, ça dit on a une seule oui. et qui ne doit pas s'arrêter en pleine opération. Ouais, elle ne doit pas s'arrêter. Une fois que, donc pour revenir à votre question, donc une fois que le cœur est arrêté, la plupart des procédures, c'est une réparation donc de lésions qui sont situées à l'intérieur des cavités du cœur. À l'intérieur? Oui. À l'exception de quelques-unes comme par exemple les pontages autour du cœur, peut-être qu'on en reparlera. Ceux qui font la crise cardiaque, on dit que c'est les vaisseaux propres du cœur qui sont bouchés. Donc c'est des vaisseaux qui sont à la surface du cœur. Donc dans de tels cas, on arrête le cœur pour avoir donc, une bonne gestuelle. C'est de la microchirurgie. Sinon pour le reste, donc c'est des lésions de valves. Les valves, c'est comme les portes qui sont à l'intérieur des cavités du cœur. Il y en a 4 cavités. Voilà. Donc divisées en 2 endroits. Le côté droit, donc les oreillettes, et les ventricules. Donc entre les oreillettes et les ventricules, il y a des valves. Et à la sortie des ventricules, il y a d'autres valves. Donc on a 4 valves du cœur. Donc la plupart du temps, soit c'est des lésions donc, de ces valves, ou bien c'est des malformations congénitales. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont nés avec des malformations cardiaques, du cœur. Et ces opérations permettent naturellement de prolonger leur espérance de vie sur Terre. C'est très important de le préciser. C'est plus qu'une prolongation. Oui. Quand je prends plus de 90% des malformations du cœur, qui sont simples à un peu complexes, quand on opère, l'enfant grandit normalement et il a une vie. Et en dehors de la cicatrice, certains même oublient qu'ils ont souffert du cœur. Et ça, c'est la cicatrice externe qu'on voit sur le corps de la personne. Mais je veux savoir, quand on ouvre le cœur de quelqu'un, comment ça cicatrise après? Comment vous refermez le cœur justement en question? Le cœur, c'est avant tout un muscle. Ok. Et c'est un meilleur muscle. Je vous dis pourquoi. Un meilleur muscle? Oui. Ok. Le muscle cardiaque ne se fatigue jamais. Non. Et c'est un muscle qu'on ne peut pas arrêter sur notre propre décision. Vous pouvez arrêter votre respiration, mais vous ne pouvez pas arrêter les battements de votre cœur. Ah, donc quand quelqu'un arrête de respirer, le cœur ne s'arrête pas systématiquement? Le cœur ne s'arrête pas. Okay. Le cœur a un système interne. C'est comme, passez-moi le terme, c'est comme une sonavelle interne qui lui donne de l'énergie. C'est complètement autonome. Et le muscle cardiaque ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue pas. Donc, étant un muscle, quand on aborde le cœur, on fait des incisions, mais en faisant attention à notamment les structures anatomiques qui sont importantes. Ça peut être par exemple, comme je vous avais dit, les artères qui irriguent le cœur lui-même, on ne doit pas les sectionner. Ensuite, le
le tissu de conduction dont je vous ai parlé, voilà, il y a des zones de passage, on ne doit pas les toucher. Sinon, pour le reste, c'est un muscle qu'on ouvre, on répare et on suture. Ah, comme une plaie normale. Exactement. Ok. Et quand vous finissez, vous devez encore rebrancher pratiquement. On a l'impression que c'est comme un câblage, parce que c'est ce que nous avons vu au niveau de l'hôpital Tengadgo. C'est comme un câblage qu'on refait, on remet et on renvoie le sang, c'est ça? Quand on finit une procédure, oui. Comme on a ouvert les cavités du cœur, donc la première des choses, c'est se rassurer que en remplissant les cavités, l'air qui était dedans, l'air qui avait pris place pendant qu'on avait vidé le sang, l'air doit être complètement aspiré. Donc on ne doit plus avoir une bulle d'air. S'il y a de l'air, la personne peut perdre la vie? Ces bulles d'air peuvent aller par exemple dans le cerveau et ça va provoquer un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle AVC. Ça peut aller dans les autres organes et créer des dommages. Donc une fois qu'on a purgé donc les cavités du cœur, on relâche tout et le cœur devient à nouveau donc le centre donc de la circulation sanguine. Et théoriquement, il doit reprendre automatiquement. Malgré l'incision, malgré la plaie qu'il y a sur le cœur? Oui, je vous ai dit que ces incisions ont été tellement codifiées, il y a des lignes d'incision. Ah, ok. Voilà, qui diminuent le risque qu'il y ait des dommages donc liés à l'acte chirurgical. Donc le cœur reprend habituellement, spontanément. Si ce n'est pas le cas, nous avons tout ce qu'il faut. Comme par exemple, il y a un appareil qu'on appelle le pacemaker. Certainement, vous en entend parler très souvent. Oui, donc le pacemaker donc, permet donc, de redonner l'énergie, l'électricité dont le cœur a besoin pour fonctionner. Donc on peut utiliser le pacemaker. Il arrive aussi qu'au démarrage, ces contractions ne soient pas ordonnées. Donc il n'y a pas une coordination entre les différentes parties du cœur. Et ça ne vous inquiète pas généralement? Non, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour apporter des solutions. On a ce que je vous ai dit tout à l'heure, on appelle ça une fibrillation, par exemple. La fibrillation, c'est des contractions anarchiques, puisqu'il faut se dire que les contractions du cœur sont ordonnées. Donc on a des défibrillateurs. On va en parler parce qu'un joueur de football, là, vous avez vu pendant l'Euro de football, exactement, un qui est tombé, après voilà, il vit avec ça aujourd'hui. Parlons du Burkina d'abord, on reviendra là-dessus tout à l'heure. D'accord. Alors, je reviens sur un autre aspect de la question. Vous prenez combien de temps pour vider le cœur du sang et puis combien de temps pour le remplir à nouveau? Ça dépend de la procédure. Oui. D'une manière générale, en fonction de l'expérience du chirurgien, donc de l'incision jusqu'à l'installation complète, et à vidanger le cœur, ça prend au minimum 1h30 en moyenne. Oui. Et le cœur reste vide durant tout le temps qu'il faut pour réparer la lésion. Est-ce que quand vous faites une opération du cœur, vous avez besoin de sang à côté éventuellement, au cas où? Oui, il faut que je profite aussi de votre micro pour rendre hommage au Centre national de transfusion sanguine qui nous accompagne depuis le début de notre campagne. On a un partenariat assez spécial qui fait que quand on doit opérer quelqu'un du cœur, le CNTS est vraiment prêt. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu un souci en approvisionnement en produits sanguins. Le cœur, ça fait combien de litres de sang? Le cœur lui-même, c'est un organe, c'est un muscle creux. Hein. Pour vous donner un exemple, le cœur d'une personne a à peu près donc la taille de son poing. Vous voyez. C'est quand même petit, hein, alors que c'est ça qui tient la vie de l'homme. Hein. Mais il faut savoir que plus un cœur est gros, moins il est bon. Ah oui. Ouais. Généralement, les cœurs qui sont bons sont très musclés, athlétiques, mais moyens. Mais quand vous voyez un cœur qui est gros, dilaté, ça veut dire qu'il est... Il est malade. Oui. Alors, vous avez à votre actif 140 opérations, donc, au niveau du cœur. Aucune perte en vie humaine. Félicitations, on pourrait le dire au passage. Maintenant, combien dure une opération du cœur
Voilà, une opération du cœur au Burkina Faso. Ça dépend éventuellement, vous pouvez nous donner les spécificités auxquelles vous avez été confrontés, les cas les moins compliqués et les cas les plus graves auxquels vous avez été confrontés. Oui. Bon, comme vous le savez, en matière de science, il y a les extrêmes, mais souvent, nous, on s'exprime en termes de moyenne. Okay. Donc, la moyenne pour une opération à cœur fermé, c'est autour de 2h30, 3h. Cœur fermé. Cœur fermé. Okay. Maintenant, pour un cœur ouvert, donc de l'entrée du patient, donc à la sortie, je pense qu'il faut, en moyenne dans notre contexte, 5 heures. 5 heures de Voilà, temps. moi je dirais même un minimum, donc de 5 heures. C'est-à-dire un patient qui rentre à 8 heures, au minimum c'est à 13 heures qu'il sort. Pour les procédures les plus simples, pour le cœur ouvert. Mais durant mon apprentissage, disons, j'ai participé à des opérations qui ont fait pratiquement 24 heures chrono. Et les mêmes médecins sont là sur le pied en train de faire le travail? Heureusement qu'il y a beaucoup d'équipes et ils se relaient. Mais il y a des étapes où on ne peut pas changer d'acteur. Voilà. Quand on est en train de faire certains gestes, c'est préférable que ce soit le même acteur qui le termine. Mais quand on veut changer d'étape, on peut bel et bien donc, changer de chirurgien et d'équipe en général. Parmi les 140 interventions, quels ont été les cas les plus compliqués auxquels vous avez été confrontés? Nous, au niveau de l'hôpital Tengango de Ouagadougou. Oui, la semaine passée, oui, on a quand même commencé à faire, au niveau de la chirurgie congénitale, on a commencé à aborder les malformations quand même les plus complexes. Voilà. Pour ceux qui sont dans le milieu, il y a une malformation qu'on appelle ventricule droit à double issue. Quand vous regardez l'image qui avait été donc, projetée là. Oui, sur le cœur. Oui, voilà. Donc l'image est là. Vous voyez un peu à droite là. Voilà. Donc l'artère pulmonaire donc, émerge donc, du ventricule droit qu'on a en face et l'aorte émerge du ventricule gauche. Donc c'est une malformation. C'est un enfant de 6 ans qui vivait à Bobo-Dioulasso où les deux artères émergent toutes du ventricule droit. Donc nous on dit ventricule droit à double issue. Il a fallu assez de temps. Assez de temps, environ combien de temps pour près de 8 heures. Près de 8 heures. Oui. Donc pour le faire un cloisonnement qui soit donc, le plus proche donc, de la nature, faisant que désormais l'artère pulmonaire émerge du ventricule droit et l'aorte reçoit le sang qui provient du ventricule gauche. La correction n'est pas anatomique, mais elle est physiologique. Et ça a marché sans problème? L'enfant est au service, il déambule. Il déambule, quand vous le regardez, ça fait partie de vos fiertés sans doute? Oui, on se sent très utile. Ouais. Alors, on continue toujours dans la même dynamique. Et quels ont été les moins compliqués auxquels vous avez été confrontés? Bon, les moins compliqués, on a les opérations à cœur fermé. Actuellement, c'est devenu la routine. Ah, la routine? Oui, c'est devenu la routine. Donc, quand on vous dit que c'est à cœur fermé, vous trouvez que non, il faut laisser ça peut-être à nos jeunes frères ou... Non, rien n'est simple. Voilà, rien n'est simple. Oui. Donc, rassurez-vous, jusqu'à présent, je conduis les opérations du début jusqu'à la fin, même si je suis entouré par des gens, même si je suis jeune, il y a des gens encore plus jeunes que moi, pas forcément en âge, hein, mais dans la chirurgie, puisque moi j'y suis depuis quand même, bon, j'ai laissé toute ma jeunesse dedans. Donc il y en Vous êtes encore jeune, rassurez-vous. Hein? Oui. Donc il y en a qui avaient fait des ruptures, aller travailler et revenir. Bon, ceux-là, certains même sont peut-être plus âgés que moi, mais dans la chirurgie, je suis un peu plus ancien. Donc au fur et à mesure de leur progression, voilà, il y a des choses que je les laisse faire, mais je conduis tout. De A à Z. À vous écouter attentivement, on a l'impression qu'il faut avoir moins peur quand il s'agit d'une opération à cœur ouvert, parce qu'on se disait avant, quand on ouvre le cœur, est-ce que la famille n'était pas obligée de venir signer un acte pour dire l'enfant peut laisser sa vie ou la personne peut ne pas se réveiller? Il faut se dire que toute opération qu'on doit faire sur un patient, mais disons de manière générale, toute procédure nous dit invasive, il y a ce qu'on appelle le consentement
Et il faut obtenir ce consentement, pas que pour la chirurgie cardiaque. À l'hôpital de Tengango, à la veille, en tout cas avant l'entrée en salle du patient, on prend tout le temps de s'entretenir avec lui-même. Nous avons vu des enfants. Si les mineurs, oui, les mineurs, ce sont les parents. Okay. Voilà, donc ce sont Est-ce les que parents. vous avez été confronté à des cas de mamans, de parents qui sont un peu dans le doute sceptique, qui ont Oui. peur que leurs enfants ne se réveillent plus? Oui, j'ai été déjà confronté à une maman, mais bon, disons qu'après explication, ce n'était pas de sa faute, qui a un garçon de 7 ans qui a une malformation qu'on appelle communication interventriculaire. Je l'avais positionné pour être opéré lors d'une mission. Malheureusement, l'enfant n'est pas passé parce que bon, elle a demandé assez de temps pour aller consulter donc sa famille avant de nous revenir. Bon, elle n'a pas pu revenir à temps. Donc l'enfant n'était pas passé. Mais plus tard, bon, elle est revenue, c'est compris. Et finalement, l'enfant a pu être opéré. Et l'enfant va bien? Il va très bien. Actuellement, je pense qu'il est à l'école. Alors, il nous est revenu, même si l'hôpital n'en a pas parlé, il y a des enfants ivoiriens aussi qui ont été opérés par vous. C'était en octobre 2022, vous le confirmez. Et ils sont tous répartis en bonne santé. C'est bien aussi de l'en parler parce que c'est le Burkina qui gagne. Oui. Bon, disons pour la Côte d'Ivoire, oui. C'est quand même le pays, le troisième pays où on a opéré le cœur en Afrique, en 78. Donc après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et sous l'impulsion à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, qui était très fasciné. Il avait dit à son entourage, il était fasciné par la chirurgie cardiaque et il a bien voulu faire l'Institut de cardiologie, qui était directement lié à la présidence, où il avait même fait venir l'un des meilleurs chirurgiens français, qui est venu rester 8 ans, et un des meilleurs cardiologues, donc chef de service à Marseille. Mais depuis quelques années, bon, ce centre a connu quelques difficultés. Donc, faisant que nous, on a reçu donc, des enfants ivoiriens. Que vous avez opéré? Ils étaient 11. Oui. Voilà, ils sont bien rentrés. J'ai leur nouvelle grâce à leur cardiologue qui les suivent là-bas. Et ça va. Tous les enfants vont bien? Ils vont très bien. On a les photos, et on a les témoignages. Donc, les familles et notre service, bon, on est devenu une grande famille. On a des plateformes où ils donnent régulièrement les nouvelles des enfants. Est-ce que quand quelqu'un tombe tout de suite, ça dépend de l'urgence ou encore de la rapidité avec laquelle on amène le patient vers l'hôpital qu'on peut le sauver éventuellement du cœur? Le temps oui. est ce qui détermine la survie. D'accord. Quand vous dites crise cardiaque, alors, en vous écoutant, ça englobe bon, enfin, on entend plusieurs groupes de pathologies. Quand vous êtes spécialiste, vous entendez régulièrement tout le temps malaise cardiaque, arrêt cardiaque. Exactement. Ça a tendance à se banaliser chez nous. Donc, publiquement, quand on dit crise cardiaque, c'est ce que nous, on appelle infarctus du myocarde, donc techniquement, qui est une situation donc, liée à un blocage donc des vaisseaux qui sont propres au cœur. Là. Voilà. Je reviens encore sur votre... le croquis, il est important de faire comprendre. Vous voyez les bandes jaunes là. Oui. En réalité, c'est des artères qui sont là-bas. Voilà. Donc vous voyez celle qui est un peu à droite là. Et vous voyez une artère qui descend. Ça s'appelle artère interventriculaire. Voilà. Donc à gauche, entre l'oreille droite et le ventricule droit là. Donc il y a la coronaire droite là-bas. Donc le cœur, tout en nourrissant l'organisme, ne s'oublie pas. S'auto-alimente. Il s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'il y a des artères propres qui s'occupent de sa propre alimentation. Voilà. De l'apport en oxygène. Puisque le muscle, tout muscle qui travaille consomme l'oxygène. Donc l'oxygène est apporté par le réseau artériel qu'on appelle coronaire. Coronaire, ça veut dire simplement que quand vous inversez le cœur, l'architecture que dessinent ces vaisseaux, c'est la forme d'une couronne royale, d'où le terme artère coronaire.
Donc, crise cardiaque, habituellement, veut dire qu'il y a un problème dans ce réseau qui alimente le cœur lui-même. Donc, quand ça se bloque à quelque part, toute la partie qui dépend de cette irrigation souffre. Et on a une douleur à la poitrine très intense qu'on appelle angine de poitrine. Angine de poitrine. Angine de poitrine. Okay. Voilà, jusqu'à à une nécrose, c'est-à-dire une mortification même du tissu cardiaque. Tout dépend de l'ampleur de l'obstacle. À quel moment, docteur, on doit commencer à s'inquiéter? Parce que ceux qui nous regardent veulent le savoir, les maladies cardiovasculaires sont devenues monnaie courante chez nous actuellement. Oui, donc avant de revenir sur cette question, donc je termine par, quand vous avez parlé de défibrillateurs, là. Donc en réalité, dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle aussi, par exemple, la fibrillation ventriculaire. La fibrillation ventriculaire, ce n'est pas une crise cardiaque en tant que telle, mais c'est vrai que ça donne des malaises et un arrêt du cœur. Malaise et un arrêt du cœur. Et rapidement, s'il y a quelqu'un à côté, comment la personne doit se comporter? Alors, si la personne est à côté, disons que l'action la plus efficace, c'est de choquer donc la personne avec ce qu'on appelle un défibrillateur pour renormaliser le rythme du cœur. Voilà, puisque fibrillation, c'est un cœur qui se contracte de façon anarchique. Les malaises, pourquoi? Parce que pour qu'on soit éveillé, il faut que le cerveau soit bien perfusé. Et pour que le cerveau soit bien perfusé, il faut que les contractions du cœur soient efficaces pour apporter le sang donc au cerveau. Un cœur qui est en fibrillation, il n'est pas arrêté, mais il est presque inutile parce qu'il n'arrive pas à assurer un bon débit. Donc si on choque, on corrige le rythme et la personne se retrouve. Et ça, c'est pour ceux qui ont l'appareil en question. Mais si vous n'en avez pas à portée de main, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'en a pas, un cœur qui est arrêté, il faut masser. Forcément. Oui, il faut masser parce qu'un massage qui est bien fait permet momentanément donc de reperfuser, je me répète, notamment le cerveau. C'est le cerveau qui est visé directement en fait. Pas que, mais en fait la cellule cérébrale, après un certain temps, nous on dit d'anoxie, où elle n'a pas été perfusée, où elle n'a pas reçu d'oxygène, meurt de façon irréversible. Voilà. A contrario, par exemple, un rein qui est resté non perfusé, après un certain temps, peut refonctionner, certes avec des difficultés, mais ça peut se corriger, même chose pour le foie, même chose pour les poumons. Mais le cerveau, une fois que les dommages s'installent, c'est irréversible. On l'a remarqué très souvent. Mais vivre avec cet appareil, ça peut tenir sur combien de temps? Quand quelqu'un fait un choc cardiaque et puis il a un appareil par devant lui. Il y a des appareils, la plupart des défibrillateurs qu'on met, c'est des défibrillateurs qui sont définitifs. La personne doit vivre avec ça pour toujours. Oui, puisque ça ne prévient pas. Et du coup, il faut faire attention à son quotidien. Exactement, parce que le rythme cardiaque dépend de pas mal de facteurs qui sont souvent même méconnus. Et donc, s'il y a déjà eu un seul épisode de fibrillation qui a pu être récupéré par défibrillation, il faut implanter donc, ce dispositif qui permet à la personne, quand le cœur fonctionne normalement, l'appareil est là en sentinelle. Mais maintenant, quand le cœur se remet à fibriller, donc de façon, disons, au réflexe, le cœur est stimulé. Vous n'en avez pas encore posé au Burkina? On en pose, c'est pas forcément en chirurgie cardiaque qu'on pose ça, c'est surtout en cardiologie. Et les cardiologues qui font ça, on les appelle des rythmologues. Voilà, c'est les spécialistes donc, du rythme cardiaque. On en a beaucoup au Burkina qui font quand même un bon travail. Alors le cœur, encore une fois de plus, au début et à la fin de tous les processus, comment savoir que votre cœur
être en position de faiblesse ou encore veut vous amener dans une dynamique d'un accident cardiovasculaire? C'est vrai que il y a beaucoup de situations où la maladie cardiaque ne prévient pas, mais disons dans la plupart des cas, il y a des signes avant-coureurs, comme nous le dit. Si je vais aller pour ce qui est plus fréquent, par exemple, un essoufflement anormal en fin d'activité, tout le monde n'est pas sportif, voilà, de compétition. Mais quelqu'un, par exemple, qui s'essouffle déjà après une petite distance de marche, ou qui constate par lui-même que donc, il y a une réduction significative de ces activités. Donc, ça peut être un signe d'appel vers un problème du cœur. Donc, deuxièmement, quand vous avez des jambes qui se gonflent, les deux jambes qui se gonflent, et souvent, ça ne fait même pas mal. Okay. Voilà, des jambes qui se gonflent. Souvent, en fin de journée, c'est plus ressenti, et le matin, c'est moins ressenti. Donc, l'un dans l'autre, des jambes qui se gonflent, ça doit nous interpeller. Vous avez tantôt parlé des malaises, vous avez, par exemple, des douleurs thoraciques, vous avez des palpitations. Donc, tout ça, quand ça survient, il faut consulter un cardiologue. Il y en a qui disent aussi que c'est souvent l'insuffisance rénale qui cause les arrêts cardiaques. Vous le confirmez? Il y a un lien étroit entre les deux? Il y a un lien entre tous les organes mais bon, de l'organisme. Mais quand on dit arrêt cardiaque, parce que l'organisme, c'est comme un véhicule. Donc, certes, il y a un moteur, mais il y a beaucoup de pièces qui rentrent un peu dans cette alchimie. Donc, le cœur et les reins sont liés dans la mesure où, par exemple, le cœur sécrète des hormones qui influencent donc le fonctionnement du cœur. Voilà, certes. Et un rein qui est défaillant donc, va faire souffrir le cœur et très souvent on peut avoir une insuffisance cardiaque. Voilà, mais sinon, bon, dit du coup que... C'est quoi une insuffisance cardiaque pour le profane? L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité de la pompe cardiaque donc, à assurer un bon débit pour l'organisme. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait comme activité, on a besoin d'oxygène. Voilà. Et cet oxygène est fourni par le débit sanguin que le cœur donne à tous les muscles de l'organisme. Quand le cœur n'arrive pas à assurer ça, on dit que c'est une insuffisance, c'est un cœur qui est défaillant. Une autre question que les Burkinabés qui nous regardent se posent, que je vous pose naturellement, docteur. Pourquoi on ne sort pas indemne d'un AVC? Il y a toujours des traces, souvent la personne n'arrive pas à marcher, la personne perd ses moyens. Pourquoi c'est comme ça? Ouais. Donc, l'AVC rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Vous voyez, même nous-mêmes dans notre spécialité, vous voyez qu'on traite à la fois les pathologies du cœur et des vaisseaux, parce que les vaisseaux sont des émanations du cœur. Donc, l'AVC, comme je vous avais dit, l'AVC, il y a à peu près deux types. Donc, il y a le premier type où les vaisseaux propres qui rentrent dans le cerveau, donc un vaisseau est bouché et ça bloque donc le sang, dont l'oxygène pour une partie qui dépendait de ce vaisseau. Voilà. Ça s'appelle AVC ischémique. Voilà. Le deuxième type, vous avez par exemple une hypertension mal contrôlée ou un anévrisme qui se situe au niveau du cerveau et il y a une rupture de l'artère. Et donc, vous avez une hémorragie donc, au sein même du cerveau. Ça s'appelle AVC hémorragique. Donc, l'un dans l'autre, l'AVC laisse des séquelles parce que je vous avais dit que une cellule cérébrale qui est privée de sang pendant plusieurs jours, comme par exemple dans l'AVC,
récupèrent totalement très rarement. Très, très rarement. Très rarement. Oui, parce qu'on voit les gens dans des fauteuils roulants. Et puis souvent, il y a une rechute, un deuxième AVC, et puis la personne finit par rendre l'âme. Généralement, quand il y a récidive d'AVC, c'est plus dangereux que le premier épisode. C'est fatal très souvent. Oui, puisque le cerveau, c'est quand même le logiciel donc de l'organisme, que ce soit la mémoire, que ce soit la parole, que ce soit même la vue, tous les organes de sens, tout est logé au niveau du cerveau. Et en fonction de la zone et en fonction de l'étendue donc de l'AVC, le décès peut être immédiat. Est-ce que si quelqu'un tombe d'un AVC tout de suite à Ouaga, par exemple, et qu'on réfère la personne rapidement à votre niveau, au niveau de Tengango, vous pouvez sauver la personne? Il y a, avant, disons que la chirurgie vasculaire ne s'occupe pas directement de l'AVC, parce que nous, notre frontière s'arrête à la jonction entre la tête et le cou. D'accord. Mais, d'une manière générale, quand un AVC est lié à un obstacle, on peut aspirer habituellement ce caillot-là. Aspirer. On peut aspirer ce caillot. Ça s'appelle la neurovasculaire. Voilà. Ou bien vous avez un anévrisme qui a rompu, qui saigne, on peut arrêter l'hémorragie là. Voilà. Donc, à Tengango, nous avons une salle qui permet de faire le cathétérisme. Et je pense que l'hôpital est en train de discuter sous l'impulsion du ministère, je précise, pour qu'il y ait une opérationnalisation de cette unité neurovasculaire qui fera qu'un AVC qui arrive très précocement dans les 30 minutes dans un hôpital, notamment à Tengango, qu'on puisse le récupérer. Un élément important, il nous reste plus beaucoup de temps dans l'émission, c'est vrai, on parle de l'opération du cœur, que ce soit à cœur fermé ou à cœur ouvert, on est fiers de savoir que vous dirigez toutes ces opérations, 140 opérations, heureusement pas de pertes en vie humaine, mais il faut savoir que ce n'est pas accessible non plus à tout le monde. Est-ce que les tarifs, là, il n'est pas temps que l'État s'engage afin qu'on puisse amenuiser au maximum les tarifs pour que les Burkinabés moyens puissent en profiter? Vous touchez disons, au nœud du problème. Oui. La première difficulté, c'était d'avoir donc une équipe burkinabé qui puisse traiter ces pathologies sur place. Donc, c'est chose faite maintenant. Donc, notre équipe est assez autonome sur la plupart. Vous êtes nombreux, vous êtes combien en gros? En gros, disons, pour le moment, nous sommes 3 chirurgiens donc à Tengango. Donc j'ai mon collègue qui s'occupe des maladies du thorax et des vaisseaux. Et donc il y a un autre, et moi-même, nous sommes 3 donc actuellement. Il y a d'autres qui sont en formation qui vont vous rejoindre bientôt rentrer. Et à côté des chirurgiens, on a des anesthésistes spécialisés. On en a au moins 2. On a des cardiologues qui sont avec nous. On a surtout des infirmiers spécialisés. On a un seul qui fait la pompe, qu'on appelle perfusionniste. On a un pour la réanimation, l'instrumentation. Bref, on a une équipe qui est assez autonome. La deuxième difficulté, là, c'est que vous avez dit, l'accessibilité, c'est l'accès. Les coûts. Exactement. Parce que jusqu'à présent, la plupart des opérations qui ont été faites sur place, il y a eu l'accompagnement d'ONG qui ont aidé soit à acheter les consommables, soit à nous amener d'autres spécialistes qui ont plus d'expérience que nous, voilà, pour nous aider afin qu'on parvienne à ces bons résultats-là que je vous ai dit. Le souci qui reste actuellement, c'est comment rendre accessibles ces soins. Et actuellement, donc, le ministère, en tout cas, m'a convoqué pour ce qui me concerne à plusieurs reprises et m'a demandé de faire un certain nombre de propositions pour rendre accessibles donc, ces soins et aux enfants
et aux adultes. Et Nous y sommes dessus. Donc le processus est en cours. Espérons que ça va déboucher sur des résultats concrets dans les semaines à venir. Je l'espère également, parce que nous n'aurons certainement pas le temps de parler des enjeux. Non, on en a fini malheureusement parce que Voilà, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais c'est déjà quand même quelque chose d'assez important. Je vais vous poser une ultime question. Yes. Comment éviter finalement tout cela? Quels sont les conseils que vous avez à donner? Parce qu'on a l'impression que les Burkinabés ne prennent pas trop en charge leurs questions de santé. Donc, je résume en donnant en même temps les conseils. Allez-y. Donc, les maladies du cœur, il y en a deux types. Il y a des maladies dont on est avec, qu'on appelle les malformations congénitales. Pour ces malformations, ce que nous encourageons, ce sont les consultations prénatales. Ce sont des consultations prénatales. Et de plus en plus, on doit essayer de vulgariser l'échographie prénatale. C'est-à-dire qu'avec l'échographie en question, on peut détecter des malformations, même du fœtus avant sa naissance. Donc là, c'est plutôt, on conseille aux différentes familles d'aller consulter pour toute femme enceinte. Voilà. Deuxièmement, on a les maladies acquises, voilà, qui peuvent être les problèmes de coronaire, les problèmes de valves, les problèmes d'infection. Les angines mal soignées peuvent avoir un impact sur les valves. Donc, pour ces pathologies acquises, donc le premier conseil, c'est de tout faire devant tous les signes d'appel vers une cardiopathie qu'on a cité, l'essoufflement anormal, les jambes qui gonflent, les malaises, les douleurs au thorax. Devant tous ces cas, de consulter un cardiologue. Et aussi, de bien soigner l'hypertension artérielle, qui peut avoir des répercussions sur le cœur. Voilà. Aussi, dans notre contexte particulier, donc d'Afrique subsaharienne, de bien soigner les angines. Voilà. Puisque il y a des formes d'angines qui peuvent avoir des répercussions et ronger les valves cardiaques, qu'on appelle les valvulopathies rhumatismales. Donc au Burkina, on en trouve beaucoup. C'est pratiquement... l'angine, hein? L'angine, oui. L'angine qu'on prend comme un rhume banal ou quelqu'un vous dit c'est pas exactement. Oui. Donc, dans les pays développés, ils ont pu éliminer donc, cette atteinte donc, des valves cardiaques en promulguant un peu l'hygiène, une bonne antibiothérapie, vraiment adaptée. On ne conseille pas aux gens de prendre les antibiotiques devant toute infection, mais consulter les médecins, consulter les ORL. Si c'est vraiment une angine liée au streptocoque, il faut la prendre au sérieux pour ne pas plus tard voir ces valves rongées. Ce n'est pas sûr de vous avoir régulièrement sur des plateaux, vu que vous êtes tout le temps au bloc en train d'opérer. On a parlé de l'alcool, du tabac aussi, qui sont des éléments, qui sont des facteurs de risque aussi pour les Burkinabés qui doivent diminuer la consommation de ces produits nocifs à la santé. Oui. La situation sanitaire de beaucoup de pays africains comme le Burkina était marquée par une prédominance des infections. Mais actuellement, contrairement à ce que les gens pensent, il y a un recul des infections, mais avec une avancée progressive des maladies non transmissibles, comme les maladies du cœur et des vaisseaux, les maladies des reins, le diabète. C'est ce qu'on appelle transition épidémiologique. C'est ce que nous vivons actuellement. Et la transition épidémiologique va avec une augmentation des cardiopathies. Et tout diabète doit être bien suivi pour que le taux de sucre soit équilibré. Sinon, on peut par exemple avoir des répercussions sur les artères coronaires du cœur. Voilà. Ensuite, donc vous avez parlé d'hypertension artérielle. Donc c'est la même chose. Donc actuellement, l'obésité, donc le stress, donc tout ce qui peut impacter le cœur est sujet à exposition à la chirurgie cardiaque.
Merci beaucoup, docteur Sawadogo. Merci beaucoup. Il y avait trop de choses à dire, hein, mais on va aller, on est pratiquement en fin d'émission. Merci à vous. Personnellement, nous vous félicitons pour tout ce qui a été fait. On espère que les prix vont baisser, que tous les Burkinabés qui ont des malformations cardiaques ou qui ont des problèmes du cœur, qui vont pouvoir se rendre à l'hôpital pour se soigner et se faire opérer. Merci à vous, plein succès et bonne continuation. Merci beaucoup. Et vivement que le Burkina Faso continue d'être la meilleure destination pour les soins. Hein. On est jeunes, nous essayons de faire de notre mieux. Et mon rêve, c'est qu'on puisse, au-delà même des soins, faire en sorte qu'on puisse, sur place, former des chirurgiens cardiaques. Puisque une chose, c'est de savoir, mais la meilleure chose, c'est de transmettre. Voilà qui est bien dit. Une chose est de savoir, la meilleure chose, c'est de transmettre et former des chirurgiens cardiaques au Burkina. C'est le vœu de Dr Sawadogo que nous allons naturellement appuyer tout en souhaitant qu'il y ait des initiatives qui soient prises au niveau des autorités dans ce sens-là. Merci à vous, docteur. Je vous remercie. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour qui se voulait assez pédagogique. On espère que vous avez retenu quelque chose d'essentiel et que vous allez vous y prémunir éventuellement pour éviter au cas extrême de maladie cardiaque. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.